Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire via la fenêtre de chat si vous êtes connecté par Zoom, ou bien via les commentaires si vous nous suivez via le live Facebook. Et nous vous répondrons à la fois Anne-Charlotte, Arthur et moi à partir de 17h50. Alors, le pacte pour la transition, qu'est-ce que c'est? Le pacte, c'est à la fois 32 mesures et 3 principes transversaux pour construire la commune de demain. Ces 32 mesures, elles sont applicables à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes. C'est-à-dire que nous avons vraiment cherché à croiser à la fois toutes les mesures que nous connaissons pour enclencher la transition écologique, sociale et démocratique. Et nous avons croisé avec les compétences des communes, donc pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'échelle d'une commune. Et ces mesures, l'idée, c'est qu'elles soient portées par des collectifs qui sont constitués d'habitants des communes dans un maximum de communes de France, qui sont tout à fait en capacité d'agir à l'échelle de leur commune. Alors, on me dit juste que le diapo n'avance pas. Je vais tenter autre chose. OK. Alors, est-ce que comme ça fonctionne? Oui, OK, super. Bon, vous n'aurez pas le mode plein écran. J'espère que c'est quand même lisible. Ce pacte pour la transition, il a été construit, il est soutenu aujourd'hui par plus de 60 organisations qui ont été actives à 2 moments, à la fois pour rédiger les 32 propositions. On a aussi fait intervenir des élus, des citoyens qui ont été très nombreux à donner leur contribution au moment de la rédaction des mesures, et puis des experts de la transition à l'échelle locale. Et ces organisations, elles sont aussi très importantes dans la mobilisation et la formation de collectifs d'habitants qui sont désormais présents partout en France. Donc, chacune de ces organisations a mobilisé ses antennes locales pour soutenir ce pacte et le porter auprès des candidats aux élections municipales et des futurs élus. Quelques informations plus à jour. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de collectifs, entre 300 et 500 collectifs, on estime, qui sont actifs au travers de la France. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces collectifs sur la carte du site, sur la page d'accueil du site pacte-transition.org. Et vous pouvez aussi les contacter si vous ne faites pas partie d'un collectif en écrivant un mail à pacte-votre code postal @list.transition-citoyenne.org. Toutes ces adresses sont disponibles via la carte du site pacte-transition.org. Le pacte pour la transition fournit également un accompagnement. Je l'ai fait la première fois que j'ai parlé, pas depuis que mon micro marche vraiment, mais donc j'en profite pour me présenter. Moi, je suis donc Aliette et je fais partie de l'équipe salariée du pacte pour la transition. Nous sommes plusieurs salariés, une petite équipe, 3 salariés à peu près à temps plein. Et donc, on répond aux questions des collectifs locaux, on les accompagne, on propose des webinaires assez régulièrement, une newsletter et pas mal de ressources qui sont aussi disponibles sur le site du pacte. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur pacte-transition.org en renseignant votre code postal. Et puis, vous pouvez aussi plus tard nous poser vos questions en nous écrivant à pacte-transition-citoyenne.org. Et les actualités les plus fraîches, aujourd'hui, on dénombre près de 1000 signatures de pacte entre des collectifs et des listes candidates aux élections municipales. C'est vraiment un engagement réciproque entre ces deux parties, une signature de pacte. Et on a même eu 169 élus au premier tour des élections municipales qui sont signataires du pacte. Et donc, la prochaine étape, ça va être de suivre la mise en œuvre des engagements de ces élus pendant les prochaines années, donc tout au long du mandat qui va venir, avec un premier rendez-vous en septembre au moment de la fête des possibles, qui, on l'espère, pourra avoir lieu malgré la période un peu particulière que nous traversons. On réfléchit aussi, bien sûr, à comment continuer la mobilisation dans cet entre-deux tours beaucoup plus long que prévu. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, dès que ce sera plus d'actualité, qu'on ne sera plus confiné, on pourra envisager à nouveau des signatures de pacte en attendant le second tour, voire le second premier tour, puisqu'il est possible que le premier tour soit également ait à nouveau lieu dans les communes où des élus n'ont pas été élus au premier tour. Voilà, en attendant, on vous partage des formations, des webinaires, des propositions d'action qui peuvent avoir lieu pendant ce confinement, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir,
Donc, passons désormais au vif du sujet et je vais donc donner la parole à Anne-Charlotte de la Nef qui va pouvoir vous présenter notre sujet du jour. Bonjour à toutes et merci Aliette du coup de nous inviter à nous prêter à cet exercice pour porter la mesure 2 du pacte qui s'intitule Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus des sources de financement éthique, et je vais tout de suite mettre dans la conversation le lien vers cette mesure. Cette mesure, elle a été co-rédigée par les Amis de la Terre et par la Nef pour donner des clés à chacun et chacune pour aller interpeller du coup ces candidats dans le cadre du pacte pour la transition autour de son rôle à jouer dans son lien avec la finance. Puisque effectivement la finance, elle a un rôle clé à jouer dans la transformation des territoires et dans la transition vers des sociétés soutenables. Je reprends l'introduction du pacte. Et en fait, chaque financement qui est accordé aujourd'hui, il a un impact sur la société qu'on construit demain, soit en allant vers des projets qui sont imposés et qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, soit en étant alloués à des projets de territoire qui viennent servir une économie durable et qui sont au service de l'humain. Et du coup, la transition, elle a besoin d'énormément de capitaux et d'une réallocation des capitaux qui sont aujourd'hui utilisés pour des projets nocifs pour aller vers des projets soutenables et de territoire. Si sur les territoires, il y a beaucoup d'initiatives au service de notre environnement, au service de l'emploi, au service de notre santé. Aujourd'hui, le modèle financier des collectivités et des communes reste très concentré autour des grands groupes, et je laisserai ensuite Arthur rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais en fait, au contraire, il y a des acteurs de la finance éthique qui existent sur les territoires, qui développent des modèles d'épargne en circuit court et qui permettent de financer des projets à impact positif, que ce soit de la production, distribution de denrées alimentaires biologiques, des installations d'infrastructures d'énergie renouvelable citoyenne, de la rénovation énergétique, des constructions de logements sociaux et j'en passe. Du coup, cette mesure du pacte, elle vise à demander aux collectivités d'utiliser ce levier financier pour donner de l'ampleur à la transition, à une transition citoyenne sur leur territoire, en utilisant notamment l'épargne éthique pour financer ces investissements, mais aussi en accompagnant des projets plus durables sur leur territoire, en faisant aussi la promotion de ces alternatives éthiques et transparentes sur leur territoire, et tout simplement en donnant du sens à l'épargne des habitants en les rapprochant des projets du territoire et en les rendant acteurs et actrices. Mais avant de laisser la parole à Arthur pour rentrer dans le vif du sujet du lien entre finance et collectivité, je vais dire un mot sur la Nef qui nous sommes et son fonctionnement. Dans ce contexte particulier, la Nef qui reste ouverte et qui a dû s'adapter, et qui est une Nef 100% en télétravail, qui met la priorité sur l'accompagnement de ses emprunteurs, des entreprises qu'elle accompagne, qui sont pas toutes touchées par la crise et inégalement concernées, puisque je viendrai après, mais la Nef, c'est 80% de ses financements dans le secteur de l'écologique, beaucoup de filières biologiques, d'énergie renouvelable qui sont heureusement pas tous impactés. C'est aussi, et on ne se l'expliquerait pas encore, une très bonne dynamique de collecte de livrets depuis le début du confinement, et du coup une nef qui s'active. La Nef, c'est une coopérative, donc un mouvement citoyen qui depuis plus de 30 ans, qui existe depuis plus de 30 ans et qui compte aujourd'hui un peu plus de 40 000 sociétaires, 60 000 sympathisants, si on inclut également tous les épargnants qui ne sont pas sociétaires, et qui a pour activité de collecter de l'épargne auprès de citoyens pour financer par le crédit des activités engagées dans des domaines environnementaux, sociaux ou culturels.
C'est à peu près 500 prêts par an qui sont, de montant entre 30 000 et 4 millions d'euros. Ce qui est important de pointer, c'est que la nef est solidaire. En tout cas, l'ensemble de nos produits d'épargne sont labellisés par Finansol, qui est le label de l'épargne solidaire, qu'on est un établissement agréé ESUS, donc reconnu d'utilité sociale, et naturellement agréé par la Banque de France pour exercer nos activités de collecte d'épargne, de crédit et de gestion de comptes courants pour nos professionnels. C'est aussi une banque éthique dans le sens où nous ne finançons que des projets à impact social, environnemental ou culturel, avec un engagement de transparence, puisque chaque année, on édite l'intégralité des projets qui sont financés. Et que du coup, on fait zéro spéculation puisqu'on ne passe pas par les marchés financiers. C'est bien les ressources de l'épargne de chaque citoyen qui permet de financer les projets de territoire et pas de paradis fiscaux puisque nous sommes en France et nous finançons des projets en France. J'en viens à un mot sur notre fonctionnement. Du coup, on est 100 salariés avec un siège à Lyon et répartis sur 10 sites, avec cette particularité qui est essentielle à la nef, qu'en fait, ce sont les sociétaires de la nef qui représentent la nef localement sur les territoires en s'organisant bénévolement en groupes locaux et qui, du coup, font aussi le lien avec tous les mouvements de la transition. La nef, c'est aussi une plateforme de financement participatif qui s'appelle zest.coop. Et donc voilà. Du coup, la nef, c'est une banque au service des acteurs de la transition qui se construit avec eux et pour eux et qui du coup est à l'initiative du membre et à l'initiative du collectif pour une transition citoyenne qui a impulsé le pacte et donc on a co-rédigé cette mesure puisque pour nous c'est clé aussi. On est aussi membre de Finansol, du coup, dans les réseaux de la finance solidaire. Et pour nous, c'est important aussi d'être ce pont entre finance solidaire, transition citoyenne. Mais du coup, je reviens plus particulièrement au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le rôle des communes et le rôle du financement des communes pour agir pour une transition citoyenne, écologique et sociale. Et pour ça, je vais laisser la parole à Arthur, qui est notre référent collectivité locale à la nef. On peut switcher, du coup. Merci pour le son. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Comme tout le monde, je suis confiné en télétravail et le réseau est parfois un petit peu difficile là où je suis, mais j'espère que le message sera clair et fluide. Du coup, pour me présenter très rapidement, je travaille également à la nef. Je suis au sein de la direction du développement commercial de la coopérative et plus particulièrement référent sur le secteur des collectivités locales, qui est en fait un secteur relativement récent dans l'histoire de la nef, si on peut dire, à l'échelle de nos interventions également. Mais c'est un sujet qui intéresse la nef depuis de nombreuses années. La nef ayant construit des relations avec les collectivités locales historiquement pour beaucoup sur les différents territoires sur lesquels elle intervient. Tout d'abord, à travers les projets qu'elle peut financer dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, à travers des projets citoyens liés aussi aux énergies renouvelables, liés à des sujets sur le développement du territoire, à la revitalisation des zones rurales, puisque la nef peut intervenir aussi en financement de projets en zone rurale, qui ne sont pas particulièrement forcément tous. Par exemple, un magasin bio va être financé. Ça peut être une épicerie dans un village, par exemple, pour du coup faire vivre le village. Et donc, a été amené historiquement à avoir des liens avec les collectivités, mais pendant très longtemps, on n'a pas fait de financement directement auprès de ces collectivités pour plusieurs raisons.
La première des raisons, c'est que historiquement, la nef a collecté de l'épargne principalement auprès des particuliers, un mouvement citoyen, comme l'a dit Anne-Charlotte, qui collecte de l'épargne auprès de particuliers pour financer des projets de la transition auprès d'entreprises et puis auprès d'associations. Et les collectivités, historiquement, se sont voilà, été très tournées vers les grands groupes bancaires. En France, la structuration bancaire fait que du coup, il y a 6 principaux groupes qui trustent le marché. Et aussi que jusqu'il y a une dizaine d'années, une grosse, on va dire plutôt depuis 2008, quoi, et la dernière crise financière, on avait des moyens et des ressources qui étaient aussi moins importantes. Donc, nos capacités d'intervention étaient moins importantes. Et donc, il était plus compliqué pour la nef d'intervenir et de répondre aux besoins des collectivités qui, bien souvent, empruntent plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros, et qui, du coup, cherchent des partenaires aussi en capacité de répondre à leurs besoins. Et en fait, depuis 2008, on a été approché et sollicité de plus en plus régulièrement par des collectivités locales, à la fois des petites communes, mais aussi des plus grandes communes ou communautés d'agglomération, des métropoles. On a pu intervenir aussi en financement de départements, de centres communaux d'action sociale, les CCAS, ou des syndicats mixtes, pour financer des projets tournés vers l'environnement, tournés dans le domaine sur des investissements sociaux ou des investissements culturels et sportifs. Et la nef, bien sûr, ayant des capacités de financement maintenant plus importantes, liées au fait que ce mouvement citoyen-là, il se renforce d'année en année et qu'on a cette capacité à collecter. Et du coup, c'est un appel qu'on fait chaque année à nos sociétaires épargnants, mais aussi au public, puisque la nef, comme Anne-Charlotte le disait, c'est un mouvement citoyen, militant, qui se construit aussi avec du coup les personnes qui croient au développement d'une autre finance, d'une finance alternative et éthique pour accélérer le rythme de la transition. Et donc, on a pu aussi répondre davantage à ces sollicitations venant des collectivités qui ont été particulièrement échaudées, notamment au début des années 2010. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais du coup, on parlait de la crise du financement des collectivités locales. Il se trouve qu'un certain nombre de banques, au début des années, fin des années 2000, ont fait un certain nombre de crédits dits structurés avec des conditions d'évolution des taux qui pouvaient au départ paraître très attractifs par les collectivités et puis qui en fait se sont fait un petit peu avoir puisque les modèles qui étaient présentés étaient des modèles où du coup les taux avec la crise financière sont devenus très volatiles et beaucoup de collectivités se sont retrouvées dans des situations vraiment très très compliquées à tel point qu'il a fallu que l'État mette en place un dispositif de rachat des dettes toxiques des collectivités locales qui a mis les collectivités, on va dire, dans une situation vraiment très compliquée pendant au moins 7 ou 8 ans. Certaines d'entre elles continuent encore à traîner, si je puis dire, quelques prêts encore toxiques malgré tout, mais maintenant la situation est revenue à la normale. Mais du coup, ça a constitué un vrai point de rupture en fait aussi dans l'approche des collectivités qui, historiquement, les élus avaient l'habitude de se tourner toujours à peu près vers les mêmes acteurs et se sont dit, bon, il est peut-être temps effectivement d'aller voir de nouveaux acteurs qui sont dans une démarche plus en phase du coup avec les attentes que peuvent avoir une collectivité qui est du coup qui sont dans une logique de réponse à un service public et du coup certains de ces acteurs-là ont découvert la nef. Donc, voilà comment, au départ, on a fait des premiers financements, des premières interventions, petites et grandes. Pas forcément que des élus. On pourrait dire que la nef, du coup, finance principalement des élus écolos. Ce n'est pas du tout le cas. La réalité de nos financements montre que on finance à la fois des collectivités de gauche, de droite, mais du coup des élus qui sont sensibles à cette notion à la fois de diversifier leurs sources de financement pour ne pas être seulement dépendants de quelques acteurs bancaires bien définis et très identifiés sur le marché du financement des collectivités locales, mais aussi de pouvoir ouvrir du coup leur financement à d'autres acteurs alternatifs, éthiques
et engagés du coup pour financer des projets, ou en tout cas leurs projets écologiques et sociaux. C'est quelque chose qui est encore relativement récent, c'est-à-dire qu'on voit ce double mouvement-là, à la fois de souhait de se diversifier au niveau des financements des élus, et aussi le fait d'être davantage poussé par les citoyens qui les interpellent, comme dans le cadre du coup de ce pacte, et qui les interpellent aussi sur voilà, quels sont les projets que vous souhaitez mener, que vous voulez mener. Euh, les élus, du coup, bon, on sait bien que la situation économique des collectivités locales est souvent compliquée, les budgets sont serrés, il y a un désengagement progressif aussi de l'État. Et donc, elles sont en recherche de solutions pour financer aussi leurs projets d'investissement et aussi, du coup, accélérer sur cette transition. Pour la nef, c'est aussi très important d'être présent et identifié auprès des collectivités et du coup de renforcer la connaissance que peuvent avoir les collectivités de la nef sur notre capacité d'intervention, puisqu'on est convaincu que les collectivités qui sont aussi des moteurs du développement économique, par leurs investissements, sont aussi du coup vraiment peuvent faire office d'exemplarité en fait, et montrer aussi du coup aux citoyens des territoires que du coup ils ont fait dans le cadre de leur appel à l'emprunt, appel à des investisseurs, à des financeurs qui eux du coup sont dans une logique à réinvestir les profits qu'ils peuvent faire dans un objet social solidaire, euh, qui du coup va utiliser du coup ces ressources pour financer exclusivement des projets écologiques et sociaux. Et en fait, on est de plus en plus, en tout cas pour ma part, j'ai été de plus en plus sollicité depuis quelques années par des élus, par des grandes collectivités aussi, qui souhaitent davantage aussi montrer et flécher auprès de leurs citoyens qu'elles agissent. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être un effet d'aubaine ou qu'il y a, du coup, il peut y avoir une utilisation des élus de ce sujet, mais je pense que si ça permet aussi aux élus de pouvoir davantage travailler sur ces sujets-là et de profiter d'investissements écologiques et sociaux qu'ils flèchent vers des financeurs de la finance solidaire et de la finance éthique, c'est aussi bien que de faire appel, enfin c'est beaucoup mieux que de faire appel du coup à des banques classiques. Les collectivités locales ont plusieurs moyens en fait de se financer. Il y a à la fois les ressources qu'elles tirent des différentes impositions locales. Il y a des dotations générales de fonctionnement. Donc ça, c'est l'État qui redistribue directement ou indirectement un certain nombre des produits d'imposition au niveau national auprès des collectivités. Et une part maintenant de plus en plus importante aussi des budgets des collectivités, c'est aussi le recours à l'emprunt. Et donc, ça représente chaque année quasiment des centaines de milliards d'euros qui sont empruntés par les collectivités pour agir, pour transformer les territoires, pour du coup investir dans des réaménagements de groupes scolaires, tout simplement, pour du coup mettre en place des systèmes de chauffage de la collectivité beaucoup plus économes en énergie, pour pouvoir mettre en place des centres sociaux, investir dans la rénovation énergétique des bâtiments de la collectivité, sur des centres de traitement des eaux usées de manière écologique. Il y a énormément de projets qui peuvent être financés de manière du coup à accélérer la transition non seulement de la collectivité, puisque les collectivités sont aussi concernées par la transition, comme les citoyens, les entreprises et les associations, comme tout acteur, mais aussi du coup d'avoir un impact, et ça démultiplie l'impact aussi sur le territoire, puisque derrière, vous et nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, en tant qu'usagers, on va pouvoir bénéficier de ces investissements. Donc la nef, du coup, aujourd'hui, prête auprès des collectivités jusqu'à des montants qui peuvent aller jusqu'à 4 millions d'euros, ce qui est déjà bien, pas mal. Effectivement, il y a des très grosses collectivités qui empruntent chaque année beaucoup plus. Mais nous, de notre côté, on est dans une logique où on intervient uniquement
sur ces projets d'investissement écologiques, sociaux, culturels ou sportifs qui rentrent bien dans les critères éthiques de la coopérative, ce pourquoi en fait les sociétaires de la nef nous confient leur épargne chaque année et qui peuvent aussi nous interpeller sur les raisons pour lesquelles on a financé tel ou tel projet. Donc on est attentif à travers des budgets d'investissement qui nous sont donnés par les collectivités lorsqu'elles nous sollicitent, aussi à regarder nous de notre côté qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la transition, des projets d'investissement liés à la transition écologique et sociale, et qu'est-ce qui, pour le coup, rentre moins dedans. Et à ce moment-là, on limite de toute façon notre montant d'intervention sur les investissements qui sont vraiment fléchés sur la transition. Il y a vraiment des leviers d'action importants. Profiter du coup de ces élections municipales pour aller sensibiliser les élus, c'est leur dire déjà qu'il y a effectivement d'autres types de financeurs qui existent, qui sont des financeurs du coup alternatifs, qui sont certes, nous, on est tout petit à l'échelle du monde financier. La nef, c'est une toute petite structure, on va dire un atome dans le monde financier, mais c'est un atome qui a un réel impact. Et les élus comprennent bien aussi l'importance de plus en plus d'aller vers ce type d'outils-là pour être à la fois plus visibles sur ce qu'ils font, mais aussi du coup pour trouver des nouvelles sources de financement pour aller financer leurs projets. Les dernières années, ces 3-4 dernières années, globalement, les collectivités n'avaient aucun souci à aller se financer. On était dans une période, on vient de clôturer, si on peut dire, même si je ne sais pas si cette période-là va être réellement clôturée, mais en tout cas, jusqu'à la crise qu'on est en train de vivre, les collectivités se finançaient facilement. Et donc, il y a un travail de pédagogie de notre côté aussi à faire auprès des collectivités, des élus, mais aussi pour ma part qui suis du coup souvent en lien quand je réponds à un appel à l'emprunt ou quand je vais voir une collectivité avec des directeurs financiers des collectivités, une sensibilisation justement sur qu'est-ce que c'est que la nef, en quoi finalement c'est important d'aller financer ces projets plutôt par de la finance éthique plutôt que par des banques qui sont plutôt opportunistes hein, et qui peuvent financer aussi des projets du coup émetteurs de CO2 dans les énergies fossiles, dans l'armement, etc. En quoi c'est important que les élus intègrent des éléments extra-financiers aussi dans leurs appels à l'emprunt. On voit dans les appels d'offres, les marchés publics, il commence à y avoir un mouvement à ce niveau-là. Les choses ont avancé ces dernières années, même si tout n'est pas encore parfait. Mais en tout cas, il y a eu il y a eu des choses qui ont été déclenchées. Sur la partie financière, c'est encore un sujet un peu, on va dire qu'on reste, pour beaucoup, les gens, enfin, on a un comportement encore un peu schizophrène sur notre comportement lié à l'argent. C'est-à-dire que d'une part, on comprend bien tout ça et d'autre part, on a le réflexe aussi toujours de se dire je prendrai la solution la moins chère. Et donc, du coup, la nef n'est pas forcément la solution la plus chère toujours, mais ce n'est pas non plus forcément la solution la moins chère. Et la question, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a dans le prix qu'on paye auprès de la nef quand on emprunte 1 million d'euros en tant que collectivité, à quoi ça sert, qui ça va rémunérer et quel va être mon impact direct et indirect sur le territoire. Dans un contexte où les finances des collectivités sont restreintes, c'est un challenge quotidien. Hein. Voilà, il y a des collectivités qui ne voudront pas entendre le fait d'avoir un micro-différentiel sur un taux d'intérêt parce que soit elles n'en ont pas les moyens, soit elles ne veulent pas en entendre parler. C'est possible. Mais sur ces sujets-là de la transition, on voit aussi de plus en plus d'acteurs qui sont prêts, peut-être moyennant un tout petit différentiel acceptable en termes de conditions, prêts à accepter ce petit différentiel-là parce que c'est un acteur engagé, parce que c'est un acteur citoyen, parce que c'est un acteur qui du coup est complètement transparent dans ses financements. Et donc, on constate, en tout cas moi je constate de plus en plus de sollicitations venant de l'extérieur. Après, pour le moment, au niveau de la coopérative, on est
par rapport à l'ensemble des financements qu'on accorde, on accorde encore relativement peu de prêts aux collectivités. Hein, on va dire ça va être une vingtaine par an, on fait 500 prêts par an. Et donc, on a, nous aussi, ce souhait d'être davantage identifiés par les élus, d'où des communications qu'on a pu faire récemment. Et si vous n'êtes pas inscrit à nos newsletters, je vous invite à vous y inscrire. De communication du coup sur la nef finance les collectivités, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'en tant que citoyen on peut aussi davantage interpeller ces élus, et c'est un vrai sujet pour nous. Donc voilà, peut-être quelques exemples de projets qu'on a pu financer auprès de collectivités. On a du coup participé à la réhabilitation écologique d'un groupe scolaire. Hein. On a installé des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux, donc on a financé l'installation. On a pu intervenir aussi, alors ça c'était en Isère, sur le financement d'un réseau de chaleur. On a participé au financement d'une maison départementale pour la protection maternelle et infantile notamment. Et puis, on a pu intervenir aussi sur la construction d'un bâtiment écologique exemplaire destiné à accueillir un lieu multi-accueil, à la fois du coup d'accueillir des familles et puis aussi avec une partie d'équipement sportif à destination des usagers habitants d'une collectivité. Donc voilà, sur des montants de financement qui ont été en petits projets et des plus grands projets. Là, actuellement, je suis en train de répondre à une sollicitation d'une collectivité qui nous sollicite pour changer l'ensemble de ces éclairages publics par des éclairages publics 10 fois plus économes en énergie. Voilà, sur un financement de plusieurs millions d'euros, sur lequel, du coup, on est amené à se positionner. Et beaucoup j'ai la banque citoyen, on connaît tous de près ou de loin, on est investi chacun dans différentes structures, associations, etc. On peut être aussi au conseil municipal pour certains d'entre nous, dans des conseils municipaux. Je pense que c'est bien de participer à cette sensibilisation-là des élus sur le fait qu'il existe aussi d'autres acteurs qui sont engagés et qui peuvent être des acteurs du financement de la. Voilà. Pour ma part, je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire. Je pense que si on peut passer au temps des questions, ou si Aliette, tu as des questions, ou Anne-Charlotte, si tu peux compléter. Ouais. Je reprends, merci du coup Arthur, je reprends juste un petit mot pour, avant le temps des questions, se dire ce qu'on peut faire, du coup, là, tout de suite, maintenant. Et du coup, ce qu'on peut faire à deux niveaux, à la fois dans l'action collective et à la fois dans l'action individuelle de chacun, qui pour moi sont deux mobilisations très complémentaires. Celle d'aller rejoindre un collectif du pacte pour se saisir des mesures et aller interpeller ensemble en groupe de citoyens, d'aller interpeller les candidats, les futurs élus et les sensibiliser et les accompagner sur nos territoires. Ça, c'est une chose qu'on peut faire là en raccrochant. Et en parallèle de ça, c'est aussi aller ouvrir un livret à la nef, aller mettre ses capitaux, son argent pour construire la transition. Ça se fait en ligne, ça va vite. C'est aussi aller s'intéresser à d'autres solutions de placement éthique et solidaire. Il n'y a pas que la nef. Il y a Terre de Liens, pour les citer, qui permettent l'accès au foncier agricole. Il y a Énergie partagée pour l'émergence de projets d'énergie renouvelable citoyens sur les territoires. Et donc de donner du pouvoir à son argent en veillant à ce qu'il soit
bien utilisé. Il y a aussi d'aller faire un tour sur zest.coop et d'aller soutenir aussi les projets de territoire qui sont affichés. Voilà ce que je voulais dire avant qu'on puisse échanger et se compléter. Super, merci beaucoup Arthur et Anne-Charlotte pour cette présentation. C'est super intéressant et ça soulève beaucoup de questions. On en a déjà pas mal. Je vais commencer par quelques questions un peu générales sur les prêts et l'épargne proposée par la NEF. On a notamment des questions sur les taux de rentabilité pour l'épargne à la NEF, mais aussi le coût, donc les taux pour les prêts que vous accordez et comment vous vous positionnez par rapport aux banques traditionnelles là-dessus. Peut-être Et répondre aussi, du coup sur j'en ces profite, pardon, il y a sujets. un dernier point qui va vraiment avec ces deux questions-là. Est-ce qu'il y a un seuil minimal pour le montant des prêts? Et après, il y a aussi des questions sur les critères éthiques. Voilà, un gros paquet là-dessus. Ouais. Alors, je vais répondre du coup pour ce qui concerne la partie plutôt de l'offre. On commence donc à partir de 30 000 euros et jusqu'à 4 millions d'euros, on peut intervenir en financement. Sur les taux, on a une approche auprès des collectivités. Alors, les collectivités, je ne sais pas si, enfin, les collectivités, il n'est pas possible pour une banque, quelle qu'elle soit, d'aller prendre une garantie dessus, puisque on considère que le risque est souverain. Il n'y a pas possibilité d'aller chercher de garantie, donc la banque ne peut pas se garantir. Et on considère en tant que banque que en fait, c'est l'État qui se porterait garant derrière, enfin indirectement, qui du coup viendrait à renflouer la solvabilité de la collectivité si jamais elle n'était pas elle-même en capacité de rembourser. Donc on a une approche du risque qui est différente d'une structure entrepreneuriale classique ou associative classique. Peut-être pour faire un petit aparté, pour comprendre un peu la façon dont, du coup, on posait la question du taux. Peut-être très rapidement parler de la façon dont on construit le taux à la nef, qui est différente de la façon dont les banques fonctionnent. Déjà, d'une part, à la nef, on collecte de l'épargne avant de prêter de l'argent. C'est-à-dire qu'on collecte auprès des citoyens et une fois qu'on a collecté cette épargne-là, on le prête. Les banques font différemment, elles vous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas forcément encore. En tout cas, elles prêtent plus d'argent qu'elles en ont dans leur livre. Donc, elles empruntent sur les marchés financiers. Et donc, en empruntant, elles ont accès à des emprunts au taux du jour. Donc, les taux, là, dernièrement, étaient encore un taux négatif. Donc, les banques prêtaient à des taux négatifs. Chose qui est quand même assez exceptionnelle. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire moderne de la finance que les banques et les États empruntent à des taux négatifs. Donc, avec des taux effectivement très bas, moins de 1% pour les collectivités, et du coup, un coût du risque identifié comme étant très faible, puisque en dehors de collectivités qui auraient des niveaux d'endettement importants ou encore des crédits toxiques ou avec du coup des grosses difficultés, le risque d'intervenir en financement auprès d'une collectivité pour un organisme financier est relativement faible comparé à la prise de risque qu'il peut prendre en finançant toute autre activité économique. À la nef, on collecte de l'épargne. Le taux de rémunération de l'épargne, il est faible à l'heure actuelle, mais c'est très clairement lié au fait qu'on a besoin aussi de prêter à des taux qui sont en phase avec le marché. Le taux de rémunération de nos épargnants, à l'heure actuelle, sur les livrets d'épargne, par exemple, c'est 0,05%. Donc, c'est bas, mais c'est toujours plus cher que l'épargne qui est rachetée par les banques sur les marchés financiers, qui empruntent, encore une fois, à taux négatif. Et puis, on rémunère l'épargne de manière un peu plus importante sur nos dépôts à terme. Donc, les dépôts à terme, c'est des dépôts qui sont placés par les épargnants sur des durées convenues en avance. Et donc, comme c'est l'argent est immobilisé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 7 ans, plus longtemps, à ce moment-là, la rémunération est un peu plus importante. Donc, nous, on prend en fait ce coût moyen de la ressource en prenant en considération aussi que les gens qui ont souscrit des dépôts à terme il y a 4, 5 ans, 6 ans, la rémunération était bien plus élevée. Donc, on prend notre coût moyen de la ressource, on ajoute du coup un certain pourcentage qui est lié du coup aux frais de la coopérative, les 100 salariés, les frais de structure.
toujours dans cette optique d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que nous, on n'a aucun objectif de profitabilité important, de rémunération des actionnaires. On ne rémunère pas les sociétaires de la coopérative. Et puis, on applique ce qu'on appelle un coût du risque, qui est global, là, qui est lié du coup au fait que la nef, chaque année, prête 500 prêts auprès de 500 structures. Sur ces 500-là, il y en a un certain nombre qui vont connaître des défaillances. C'est obligatoire, hein, ça fait partie du coup du rôle de la nef de prêter et aussi de gérer le risque, tout en faisant en sorte que les épargnants soient toujours en capacité de récupérer leur épargne. Et donc, quand il y a une activité qui se casse la figure, on porte ça, nous, sur nos chiffres et nos comptes. Et donc, du coup, indirectement, ça doit se traduire à un moment donné sur le taux, parce que sinon, on ne peut pas poursuivre notre activité de manière très durable. Ce coût du risque-là, actuellement, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps, on verra dans les prochains mois, compte tenu de la crise, c'est sûr qu'il va augmenter, hein, mais le coût du risque, il est relativement faible à la nef et contenu, on va dire. Peut-être lié aussi au fait qu'on a des liens avec nos emprunteurs et sociétaires emprunteurs sur les territoires qui sont quand même assez particuliers. Peut-être voilà, sur une relation peut-être un peu moins banquier, enfin relation moins fournisseur de services comme une banque classique que peuvent l'avoir les structures, les emprunteurs qui sont dans d'autres banques. Donc on a des liens qui sont quand même assez forts avec nos emprunteurs et donc du coup qui mettent un point d'honneur à nous rembourser peut-être un petit peu plus facilement quand ils sont en difficulté que pour d'autres réseaux bancaires. Donc, on applique ce coût du risque-là. Et globalement, on arrive sur des taux aujourd'hui à la nef qui sont entre, pour des collectivités qui veulent emprunter sur une dizaine d'années à 0,5%, à des entreprises qui peuvent emprunter au plus haut aux alentours de 3%. Donc, on est sur ces fourchettes-là. Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on considère que les collectivités sont des structures peu ou pas risquées, on est en capacité de faire des prêts à moins de 1% à des collectivités qui empruntent à la nef. Et en phase avec à peu près les taux du marché. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, en tout cas, on a un enjeu, on a un impératif vis-à-vis des collectivités, c'est d'être quand même relativement proche de ce qu'elles sont en capacité d'avoir quand elles sollicitent leurs différents interlocuteurs bancaires. Parce que les élus sont en capacité d'accepter un petit différentiel, mais ce n'est pas toujours simple non plus, parce que ça peut prêter la possibilité à l'opposition municipale, par exemple, de dire pourquoi est-ce que vous avez choisi un prêt bancaire peut-être légèrement supérieur, alors même que vous aviez des propositions moins disantes. Et donc, il faut être capable aussi de pouvoir porter ça. Tous les élus ne sont pas en capacité ou ne souhaitent pas. Et on s'est rendu compte qu'un petit différentiel de 0,10, 0,15%, ça pouvait passer. Après, souvent, les collectivités, dans leur process, de toute façon, en fait, font ce qu'on appelle un appel à l'emprunt. Elles envoient auprès des différents interlocuteurs bancaires qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en capacité, elles sont pas obligées, comme dans le cadre des marchés publics aujourd'hui, d'aller solliciter tous les acteurs de la place. Et c'est là où nous, il faut qu'on arrive à être davantage identifiés aussi comme étant des acteurs, comme étant un financeur à solliciter. Voilà. Ça nous permet aussi, de notre côté, de mieux savoir ce que la collectivité a comme condition de financement et de voir si oui ou non, nous, de notre côté, on est en capacité de pouvoir répondre dans ces conditions-là. Donc, ça nous est arrivé parfois de répondre à des appels à financement de collectivité et puis une première fois sur un appel à l'emprunt, de ne pas être retenu parce qu'on avait des conditions trop importantes. Et puis, le marché évolue, les capacités qu'on a aussi de baisser nos taux évoluent aussi. Là, on est certainement dans une phase où peut-être que les taux vont… En tout cas, on a vu ces dernières semaines que les taux sur le marché, en tout cas, augmentent un petit peu. Donc, les collectivités vont recevoir des réponses de réseaux bancaires sur des taux un peu plus importants que ce qu'elles avaient il y a un mois, il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Et donc, ça nous remet aussi, nous, davantage aussi en selle et en face, du coup, avec ce qu'elles peuvent espérer attendre.
Et donc, on est très vigilant là-dessus, mais du coup, voilà, sur une première proposition, on peut ne pas passer, mais les collectivités empruntent chaque année, en règle générale, peut-être certaines d'entre elles plusieurs fois par an. Et donc, ce qui est important, c'est du coup, elles pensent avant tout à intégrer du coup des financeurs alternatifs comme la NEF dans leurs appels à financement. À nous derrière faire le job, hein, si on peut dire, pour faire en sorte que ces acteurs-là soient aussi en capacité, en présentation des différentes propositions lors des conseils municipaux ou des conseils départementaux, de faire valider auprès des décisionnaires, des élus, la banque qui du coup est la mieux-disante, mais mieux-disante pas qu'au niveau du coût financier, mais au niveau aussi des critères extra-financiers. Et ça, aujourd'hui, effectivement, dans les réponses, dans les appels à l'emprunt qui sont transmis, il n'y a pas ces éléments-là. On n'est que sur de la sollicitation, sur du critère financier. Par contre, même si ce n'est pas écrit, il y a cette sensibilité-là. Il y a aussi des directeurs financiers qui, du coup, nous sollicitent ou sont sensibles à ces sujets-là et qui aussi peuvent être des relais intéressants pour aussi inciter leurs élus à faire appel plutôt à la nef qu'à d'autres organismes. Voilà pour la réponse qui était un peu longue, mais quand on parle des taux, ce n'est pas un sujet forcément toujours simple, surtout quand on essaie de comparer la nef avec d'autres établissements de par notre modèle économique qui est atypique. Merci beaucoup Arthur pour cette réponse effectivement très détaillée, mais super intéressante. Je pense que ça aura permis à tout le monde de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors, je précise juste du coup pour qu'on puisse traiter un maximum des questions qu'il y a une quinzaine de questions, je dirais, là, à traiter. On essaye de se donner jusqu'à 18h15, 30 grand maximum. Et il y a pas mal de questions qui continuent à arriver. Alors ensuite, j'ai plusieurs questions sur des exemples. Plusieurs personnes demandent des exemples de prêts qui ont été accordés à des collectivités pour savoir un peu quel type de collectivités viennent vous voir. Est-ce que vous avez aussi des prêts auprès de régions? Et puis aussi, voilà, des exemples chiffrés, concrets de financement de la nef auprès des collectivités. Et aussi, je crois que tu as parlé tout à l'heure du fait que la nef avait pu jouer les pompiers et on demande des précisions là-dessus aussi. Sur le fait qu'on ait joué les pompiers? Mm. Oui, on a joué les pompiers dans le sens où les élus des collectivités, dans les années 2013-2014, quand ils ont vu que leur taux d'emprunt était en train d'exploser, lié au fait que ces emprunts-là, ils n'étaient pas du tout à taux fixe, mais sur des taux qui étaient dont le taux évoluait selon des parités monétaires sur le franc suisse et l'euro, etc. Et qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont souscrit des prêts pour lesquels, basés sur des évolutions de taux qui sont en phase du coup avec l'évolution de la valeur des monnaies. Et en fait, notamment le franc suisse qui était réputé comme étant très stable. Et en fait, suite à la crise, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des parités monétaires. Et il y a un certain nombre de collectivités qui se sont retrouvées à avoir une explosion de leur taux d'intérêt parce que les calculs, en fait, en tant que tels, des contrats de prêt étaient très complexes, très compliqués. Et ils se sont retrouvés avec des montants à rembourser qui étaient juste pas soutenables pour elles. Et donc, il y a vraiment nécessité cette intervention-là de l'État. Et donc, elles sont venues nous voir pour une partie, nous demandant savoir si c'était possible de racheter certains prêts. Et pour d'autres, du coup, dire nous, en fait, on n'a plus envie en fait, de travailler avec tel type d'acteur, tel type d'acteur. On a envie de travailler avec des nouveaux acteurs qui sont en phase avec notre objectif, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste quand même un vrai traumatisme. Est né de cette crise-là la création aussi d'une structure financière qui s'appelle l'Agence France Locale, qui est aussi un organisme financier qui est possédé par les collectivités pour les collectivités,
qui reste aujourd'hui, qui est un petit organisme encore, et qui aussi a vocation à se développer et avec qui la nef a des liens et souhaite renforcer ses relations, puisqu'on est quand même globalement en phase sur du coup à la fois cet ancrage territorial de nos organismes, mais aussi le fait d'aller pousser les élus à investir et à financer leurs projets par des financeurs ayant une réelle démarche éthique. Et l'Agence France Locale n'a d'objet que de mission de service public aussi, hein, par exemple. Et, et de plus en plus du coup d'élus souscrivent des parts de l'Agence France Locale pour pouvoir derrière faire des appels à financement. Voilà. Il y a beaucoup de collectivités qui se sont détournées d'un certain nombre de réseaux bancaires qui leur avaient vendu vraiment des crédits toxiques. Bon, la première de ces banques-là, c'était Dexia, hein, qui du coup s'est retrouvée, qui aujourd'hui du coup est une banque qui est en train d'être démantelée progressivement suite aux opérations qu'elle avait faites et qui s'est jamais remise derrière de ce scandale qui a eu lieu. Voilà. La deuxième question, c'était celle d'exemples de collectivités. Alors, Oui, et savoir si vous avez travaillé avec des régions. Alors, on n'a pas travaillé avec des régions à ce jour, c'est vrai, mais on est tout à fait ouvert pour le faire. On a pu, alors je vais peut-être pas prendre tous les exemples de financement qu'on a fait, ça serait trop long. Par contre, déjà d'une part, je vous invite à aller sur le site de la nef où du coup vous pouvez retrouver l'intégralité, encore une fois, de nos financements, de la carte des financements qu'on a pu accorder. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, chaque année, on publie l'intégralité des prêts qu'on fait. Donc, vous pourrez voir, là, on est en cours de publication de nos prêts sur 2019. Donc, où il y a eu aussi plusieurs collectivités. Mais par exemple, on va parler d'une grande collectivité, la métropole de Lyon. On est intervenu à hauteur de 2 millions d'euros pour financer la rénovation de bâtiments publics. On est intervenu, on a financé du coup le CCAS de Grenoble à hauteur de 1 million d'euros. On est intervenu, alors attendez, je cherche, je les ai pas tous en tête comme ça, mais on a pu intervenir à Nantes pour financer du coup la création d'un bâtiment écologique exemplaire destiné du coup à faire un lieu multi-accueil dont je vous parlais tout à l'heure, donc à hauteur de 1 million, un peu plus d'1 million d'euros. On est intervenu du coup sur une structure qui est dans le 55. Alors le 55, c'est dans l'Est, pour financer la rénovation écologique de la mairie à hauteur de 150 000 euros. À Lens-en-Vercors, donc ça c'est en Isère, pour du coup financer l'installation d'une chaufferie bois automatique et écologique dans les bâtiments communaux, un financement de 75 000 euros. On est à la fois sur des petits financements, vous voyez, et aussi des plus gros financements. Voilà, à Vénissieux, dans le Rhône, on a pu financer la réhabilitation d'un groupe scolaire. Voilà. Alors c'est vrai que historiquement, la nef, comme le siège est à Lyon, on a financé au départ plus de structures, de collectivités qui, du coup, comme on n'avait pas une communication ouverte vers les collectivités, on a financé historiquement un peu plus de collectivités sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et aussi la Bourgogne. Mais on a été amené du coup à financer aussi des projets. On a financé des projets en Île-de-France, je pense à la mairie de Créteil. On a financé le département de la Dordogne aussi, notamment dans le cadre du projet du projet culturel, là, du coup, ils étaient en train de… Vous savez que la butte sur laquelle a été installée l'ASCO 2, notamment, était beaucoup trop fragile. Et en fait, écologiquement parlant, c'était plus du tout soutenable d'accueillir autant de visiteurs. Et donc, du coup, ils ont fait un certain nombre d'investissements visant à minimiser l'impact en fait de ce lieu-là sur l'impact du coup du tourisme en fait sur ce lieu-là en aménageant mieux les lieux et en rendant le lieu plus accessible et aussi en déversant une partie des touristes de ce lieu-là sur un autre site qui du coup était beaucoup plus adapté et ne remettait pas en fait en difficulté en fait le site historique.
Et donc, on est intervenu avec d'autres acteurs financiers, on n'a pas été tout seul, et du coup, pour intervenir, nous, sur les travaux liés, du coup, à la réhabilitation écologique, en fait, des lieux. Voilà. Super. Pardon, vas-y. Peut-être sur un sujet comme celui-là, on s'est questionné en termes de critères, est-ce qu'on intervient, on n'intervient pas. On sait que du coup, c'est un site très touristique, qui n'est pas forcément, enfin, l'image qu'on en a, c'est effectivement un lieu culturel, certes, mais pour lequel l'impact écologique est important. Et du coup, on s'est questionné en interne sur le fait on y va pas. On a questionné aussi les sociétaires de la coopérative sur le fait de dire est-ce que sur ce type de projet-là, vous êtes voilà, vous êtes OK pour qu'on intervienne, qu'on envisage une intervention. Donc, il y a toujours, voilà, dans l'analyse aussi des projets, soit ça nous paraît évident, on se dit oui, ça rentre bien dans les critères, soit si ce n'est pas forcément toujours simple, parce que les choses ne sont pas toujours blancs ou noirs, on n'hésite pas de notre côté à solliciter aussi notre sociétariat via les groupes locaux des territoires pour échanger sur l'opportunité de financer ou pas ce projet-là. Voilà. Toujours dans la transparence et dans l'organisation démocratique qui est la nôtre. Super, oui, effectivement, il y avait d'autres questions sur la transparence, mais du coup, tu as déjà répondu. Et donc, vous pouvez trouver un rapport qui est publié tous les ans sur le site de la NEF avec le détail de l'ensemble des financements. Donc, si vous avez d'autres questions sur des exemples, je vous invite à prendre connaissance de ce rapport. Alors ensuite, j'ai une série de questions sur l'action concrète que nous, on peut avoir auprès des collectivités. Il y a notamment une personne qui se demande si, alors dans le cas des communes qui ont déjà alloué des budgets et donc des financements à des projets qu'on considère comme climaticides, qui sont déjà en cours, voire quasiment terminés, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut réorienter les financements? Est-ce que, voilà, comment est-ce que ça peut se passer? Je ne sais pas si vous avez un regard là-dessus. C'est pas une question uniquement de financement, mais aussi bien sûr de décisions politiques. Mais pour la partie financement, est-ce que tu peux nous éclairer, Arthur, là-dessus? Alors effectivement, il y a des collectivités, il y en a un certain nombre qui engagent certains investissements qui sont dits écologiques et sociaux et qui par ailleurs en ont d'autres qui sont beaucoup plus discutables. Aujourd'hui, nous, on considère que tout ce qui permet d'aller vers la transition, tous les investissements écologiques, sociaux qui sont jugés par les sociétaires de la coopérative comme positifs, avec un réel impact, on est, nous, en capacité de le financer. Enfin, en tout cas, on se positionne pour le financer. Par contre, sur le fait d'être en capacité de remettre en question des projets qui, par ailleurs, de la même collectivité, parfois, ont été mis en place ou sont en cours de mise en place par des élus, on peut les questionner sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'en fait pas une barrière complète parce qu'on sait que les sujets, de toute façon, ne sont pas non plus toujours très simples et que du coup, on souhaite favoriser dans tous les cas cette démarche-là. Un élu qui aujourd'hui a un investissement, qui veut mener des investissements en faveur de la transition et qui en plus fait appel à un acteur éthique, il est quand même déjà engagé, il a déjà un pied dans cette démarche-là et pour nous, ça nous semble être déjà primordial. Après, on est quand même aussi face à une réalité qui est celle de se dire que nous, de notre côté, on va aller financer que des projets qui sont bien dans les critères, mais la collectivité en tant que telle, si elle a un budget d'emprunt sur l'année qui est de 50 millions d'euros, ce n'est pas nos 4 millions d'euros en tant que tels qui vont l'empêcher d'aller emprunter par ailleurs, quoi. Donc, il y aura d'autres banques qui se positionneront. Mais par contre, effectivement, le rôle des citoyens reste très important. Nous, de notre côté, s'il y a des projets d'investissement qui nous semblent ne pas être du tout en phase avec ce qu'on promeut, on se réserve tout à fait le droit de dire, ben voilà, compte tenu de la position particulièrement, si par exemple il y a des postures politiques climato-sceptiques ou autres, bon, mais je ne pense pas que ce soit des acteurs qui viendraient vers nous naturellement. Ou voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Non, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont peut-être déjà dans une démarche de pression
dans leur commune, de pression sur les élus et qui se demandent un peu ce qu'elles peuvent faire. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est des décisions essentiellement politiques et il faut continuer à mettre la pression, rien lâcher là-dessus C'est vrai que nous, et dans la mesure du possible, effectivement, réorienter. du point de vue de la nef, nous, notre souhait, c'est d'enclencher le mouvement, mais effectivement, il y a besoin, dans tous les cas, que beaucoup plus de projets de collectivités soient réorientés vers ou revus de manière à limiter l'impact sur l'environnement, de manière à être aussi plus inclusif. Donc, le rôle que prend la nef là-dessus, c'est vraiment un financeur des projets de la transition, mais le rôle citoyen qu'on peut et qu'on doit avoir, c'est aussi celui d'être présent dans les collectifs, auprès des élus, pour faire passer les messages, en fait, pour que du coup, les projets, dès leur origination, en fait, soient, si c'est des projets non durables, qui puissent, et on le voit de plus en plus, hein, sur des projets un peu phares d'investissement ou dans le domaine, par exemple, touristique, d'aménagement, je pense à un projet sur la façade Grand Ouest d'un maire qui voulait créer un port. Voilà, et les collectifs de citoyens sont organisés et du coup, en faisant pression, le projet a été abandonné. Donc ça, cette pression citoyenne-là, voilà, elle a toute sa place à ce niveau-là aussi, au sein des collectifs et dans le cadre du coup, voilà, de cette démarche de sensibilisation aussi des élus, le plus en amont possible pour qu'on ait de plus en plus de projets aussi qui soient en phase avec ces critères. Super, merci beaucoup. On a aussi des questions sur justement comment est-ce qu'on peut faire pour, en amont, éviter que des projets, mais aussi des prêts toxiques aient lieu. Est-ce que vous avez un argumentaire, un guide peut-être pour sensibiliser, former, informer les élus sur ce sujet? Alors, je pense à la fiche technique sur la mesure dont Anne-Charlotte a parlé au début qui doit donner pas mal d'informations. Je ne sais pas s'il y a des ressources complémentaires, Arthur, dont tu aurais connaissance et qui pourraient être intéressantes à communiquer aux personnes qui s'impliquent dans le pacte localement? C'est une très bonne question. Non, aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur ces sujets-là, effectivement. Ok, ça marche. Donc pour le moment, la référence, ça va être la fiche technique du coup de la mesure financement éthique du pacte pour la transition. Technique, Donc ouais. que vous pouvez retrouver sur le pacte-transition pendant Charlotte. Et fiche technique dans laquelle on retrouve aussi des liens vers les travaux des Amis de la Terre et d'Oxfam qui sont des guides pédagogiques puisqu'ils ont mené des travaux et éditent régulièrement des rapports sur l'impact notamment sur le climat des investissements des différentes banques françaises et qui sont des guides pédagogiques très intéressants. Qui participent énormément à la sensibilisation aussi. Hein, aujourd'hui, tout le monde, on entend parler de la bio à tout va, hein, tous les jours, sur les réseaux, dans les journaux, etc. Le sujet de la finance, c'est encore un sujet émergent. Et donc, c'est vrai que du coup, on a besoin d'en parler et il y a besoin que les citoyens s'en emparent aussi de ce sujet-là, puisque alors, si, il y a quand même des études plutôt sur la finance et l'importance de la finance et le fait de réallouer, Anne-Charlotte en parlait en début d'intervention, le fait à la fois que les investissements soient plus verts, mais de réallouer aussi les financements qui vont vers les énergies fossiles et des projets aussi qui ne sont pas socialement acceptables, de faire une réallocation massive vers des financements, enfin que ces financements-là deviennent des vrais financements éthique et à impact, quoi. Donc, seul dans son coin, en menant le maximum ou même en collectif, les citoyens auront beau faire le maximum à titre individuel pour avoir des démarches les plus écologiques possibles. Si le milieu financier n'avance pas sur ce sujet-là rapidement, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, les objectifs climat et tous les objectifs qu'on peut se fixer aujourd'hui ne seront pas atteints. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que ce changement-là, il se renforce, cette prise de conscience-là, elle se renforce rapidement aussi,
puisque voilà, la finance a un réel impact aujourd'hui sur nos vies au quotidien, et on a chacun en nous, en fait, une part de responsabilité comme consommateur, mais aussi comme épargnant, mais aussi comme emprunteur, sur qu'est-ce que je fais de mon argent, où va mon argent, et en se posant un peu la question. Tout a été fait pendant des années pour qu'on ne se pose pas les questions sur l'origine ou la destination de son argent, en disant vous inquiétez pas, on s'en occupe pour vous, faites-nous confiance, regardez le taux, voilà. Mais quand on est un citoyen militant, éclairé, voilà, se poser cette question-là de l'argent et aussi en parler autour de soi, notamment en sensibilisant les élus, ça participe. Ça participe activement du coup à ce changement-là. Merci beaucoup, Arthur. Alors, ensuite, une question un peu plus difficile peut-être, liée au contexte actuel. Une personne se demande quelle va être la solidité financière de la nef dans le contexte de la crise financière à venir, avec une augmentation probable des défaillances. J'imagine que vous avez commencé à réfléchir à cette question. Charlotte, je te laisse répondre. Merci Arthur. Alors, non, on n'a pas encore de visibilité parce qu'on est en plein dedans et qu'il est encore un peu tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Et je pense que comme tout le monde, tout dépend combien de temps durera la crise. Ce qui est clair, c'est que c'est une crise qui touche en premier lieu l'économie réelle avec des magasins fermés, des restaurants fermés. Et je le disais tout à l'heure, qui touche inégalement nos emprunteurs, les professionnels qu'on accompagne, puisque donc on a clairement des entreprises qui sont concernées, qui sont aujourd'hui fermées, que tous les banquiers accompagnent, avec lesquels ils sont en lien pour réaménager aussi les conditions de remboursement des prêts, reporter des échéances pour leur donner un peu de souffle dans cette période. Et donc, il y a ce lien au quotidien. Il y a aussi des entreprises qui tournent à plein et je citerai par exemple la Nef finance pas mal de magasins bio, de magasins Biocoop notamment, qui sont plus qu'au front, et de manière générale toute la filière de l'agriculture biologique au sens large qui est elle plus que jamais mobilisée. Les énergies renouvelables sont peu ou pas impactées pour le moment, en tout cas par la crise. On peut avoir des exemples aussi de projets liés à la santé qui sont plus que jamais aussi actifs en ce moment. Donc oui, clairement, la nef est impactée si ses emprunteurs, les activités qu'elle accompagne sont impactées. Mais aujourd'hui, c'est pas l'ensemble de nos emprunteurs. Côté ressources, on continue du coup à être dans une très bonne dynamique de collecte d'épargne. Et pour nous, ça, c'est très important parce que c'est clé aussi d'avoir de l'argent pour faire tourner la machine. On continue à avoir, je reviens sur le côté projet, mais des projets qui se lancent et la dynamique n'est pas à l'arrêt parce qu'il y a un certain nombre aussi d'organisations, d'entreprises qui sont pas impactées par la crise et qui continuent aussi à mettre en place le développement de leur activité. Donc mes collègues ont encore des dossiers, des demandes de financement qui leur arrivent et les montent et les mettent en place. Et voilà, côté épargne, la dynamique est très bonne aussi. Et voilà. Peut-être pour compléter sur la partie, faire un focus sur la partie collectivité, on va voir. Bon, on sait qu'une année en général d'élection, c'est une année en termes de financement où les choses se mettent en place qu'à partir du moment où les élus, les nouveaux élus au niveau des mairies prennent leur marque, il se passe 2-3 mois, les financements à faire sont plutôt sur la fin d'année. Donc, de notre côté, on savait déjà en début d'année qu'il n'y aurait pas grand-chose avant au niveau des collectivités à attendre en termes de sollicitation à l'emprunt. Tout est un peu figé jusqu'à ce que les nouveaux élus aient pris leur marque. Mais pour compléter
sur le sujet. Je pense que les collectivités locales, il n'y a pas que les communes, mais les communes notamment, mais les régions, les départements sont tout aussi sollicités et on voit bien, ne serait-ce que les commandes de masques que les régions passent, qui leur coûtent des dizaines de millions d'euros. Voilà. Les collectivités sont sur le front aussi dans cette crise et vont avoir aussi besoin de ressources. Donc, elles vont avoir des aides massives de l'État, mais elles vont aussi, du coup, avoir besoin aussi peut-être d'emprunter davantage, etc. Donc, moi, de mon côté, je pense que les collectivités vont aussi avoir des besoins de financement, hein, dans les années à venir. Voilà. Après, sur effectivement la situation, je pense que l'activité de la nef est suffisamment diversifiée. Aujourd'hui, ce qui nous marque tous de manière assez importante, c'est du coup la dynamique qu'il y a chez nos sociétaires emprunteurs qui sont tous déjà mus par autre chose que la pure activité économique et le profit en tant que tel, et qui du coup, pour certains, ont arrêté de produire des vêtements textiles et se mettent du jour au lendemain à produire des masques, qui du coup font appel à des bénévoles sur les territoires, offrent du coup aux soignants des hôpitaux, des paniers repas ou voilà. En tout cas, au niveau de la coopérative, moi, ce qui m'a marqué pendant ces 3 premières semaines, c'est le mouvement en fait de solidarité qui s'exerce et à la fois vers du coup les soignants et les acteurs qui sont en première ligne, et aussi entre les structures du coup qui sont emprunteuses à la nef, qui sont solidaires. Et donc, nous, notre rôle aussi dans tout ça, c'est d'être là, d'être présent, de pouvoir les accompagner, de les aider. Après, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir, du coup, effectivement, quel va être l'impact à long terme. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la situation actuelle va énormément alourdir les endettements des entreprises. Donc, il va falloir effectivement que l'État, pour un certain nombre d'entre elles, mettre en place des vraies mesures d'accompagnement de long terme, puisqu'elles vont mettre du temps à s'en remettre, hein, c'est sûr. Mais on a effectivement des activités qui restent, enfin des emprunteurs qui restent vraiment en activité, certains qui ont même plus d'activité qu'en temps normal. Donc, on se doit aussi continuer à accompagner ceux-là et d'aider ceux qui sont complètement à l'arrêt pour faire en sorte que qu'ils ne soient pas en cessation de paiement et qu'ils puissent reprendre dans des conditions satisfaisantes, en tout cas le plus satisfaisantes possible dès qu'on pourra être déconfiné et que leur activité pourra reprendre. Merci beaucoup, Arthur et Anne-Charlotte. Alors, j'ai encore quelques questions que je pense qu'on peut regrouper. Ce sont peut-être les dernières questions. Il est 18h20, on va bientôt s'arrêter. Alors, je pense que c'est plutôt pour Anne-Charlotte. C'est plutôt des questions sur le lien, la place de la nef dans le paysage bancaire et puis le lien avec d'autres mouvements proches. Alors, une question sur le lien avec d'autres banques éthiques à l'international. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, est-ce que la nef a des liens avec ces banques-là? Par ailleurs, est-ce que la nef est en lien avec l'ITA? Et dans tous les cas, que pensez-vous de l'ITA? Quel regard avez-vous sur les monnaies locales? Et avez-vous déjà soutenu des monnaies locales, participé à leur lancement, etc. Et enfin, ça fait peut-être beaucoup, mais je vois que tu prends des notes, Anne-Charlotte, donc ça va aller. Quel lien avec d'autres banques, les groupes mutualistes ou coopérateurs? Est-ce qu'il faut vraiment venir à la nef? Ah, Marie, il y a un petit souci de partage d'écran. Je laisse régler ça. Voilà, c'est tout pour ce premier bloc, enfin ce dernier bloc, pardon, de questions. Et après, je pense qu'on devra s'arrêter. Ça marche. Je réponds d'abord à la dernière question. Oui, il faut à tout prix rejoindre la nef. En ce qui concerne les réseaux européens, il existe un réseau de banques éthiques européennes qui s'appelle la FEBA et la nef en fait partie, et notre président du directoire, Bernard Orenbeck, siège bien à la FEBA, cette fédération des banques éthiques européennes, qui regroupe du coup les différentes banques à l'échelle européenne. Pour ce qui est de l'ITA, on se connaît
bien, on collabore beaucoup, on cofinance des projets d'une part. On est à Finansol ensemble, l'association des acteurs de la finance solidaire, et au bureau de Finansol. Et du coup, les collaborations, elles sont là, elles sont régulières. On est dans les mêmes réseaux. L'ITA, j'aurais pu les citer parmi les exemples d'endroits où il faut aller mettre son argent. Mais en 2 mots, c'est une plateforme de lien entre qui permet des levées de fonds, des levées de capital d'entreprises sociales, et du coup qui permet aux citoyens d'investir directement dans des entreprises sociales, dans des entreprises à impact. Donc voilà. Je sais pas, en ce qui concerne nos relations avec les monnaies locales complémentaires, nos liens ils sont historiques et tout d'abord sur les territoires assez permanents. Je disais tout à l'heure que localement, ce sont les sociétaires de la nef qui représentent la nef sur les territoires. Ils sont aussi, pour beaucoup d'entre eux, en lien avec les monnaies locales complémentaires, ne serait-ce que pour porter le message de la finance en circuit court, pour porter cette pédagogie d'une finance éthique, d'une finance transparente, d'une finance en circuit court, et des flux et d'avoir ces flux, des flux propres et relocalisés aussi. Notre lien plus conventionné, on a mis en place une convention de partenariat depuis 2018. Très concrètement, les monnaies locales ont leur livret, ouvrent des livrets à la nef pour y faire le dépôt les dépôts de leurs membres. Et donc ce qui permet, je vais être assez nulle pour expliquer le fonctionnement des monnaies locales, mais en gros, elles ont une équivalence en euros, et ce fonds de dépôt est sur un livret à la nef, ce qui permet aux monnaies locales de savoir aussi que l'équivalence en monnaie locale est utilisée sur le territoire, mais l'argent aussi de dépôt sert l'économie du territoire, puisqu'il est à la nef, et du coup il est au propre. Et sur le lien avec les groupes mutualistes, avec les groupes bancaires, je dirais que notre point commun, c'est peut-être d'être des coopératives. Nous, les liens qu'on entretient, c'est avec la finance solidaire et la transition citoyenne. Les collaborations, elles existent à échelle des projets qu'on finance. C'est-à-dire que si on finance, pour reprendre, je sais pas, un magasin bio, par exemple, il est possible qu'il n'y ait pas que la nef qui finance ce magasin, mais aussi d'autres banques. Et la collaboration, elle est bien là autour d'un projet, pour le financement d'un projet. On n'a pas aujourd'hui de collaboration plus que ça, quoi. Nous, on est inscrit, et on s'inscrit dans les mouvements plus de finance solidaire, de finance éthique et de transition citoyenne. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Sur les monnaies libres, juste question complémentaire, c'est proche. Est-ce que la nef a un lien avec des monnaies libres, notamment la monnaie de June? Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, moi, à mon niveau, je sèche, désolée. Okay. Bon, c'était au cas où. Super, eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On a répondu, j'ai l'impression, à la majorité des questions. J'espère en tout cas que votre question n'est pas passée à la trappe. Normalement, c'est tout bon. Merci beaucoup du coup, pour votre intervention. J'espère que vous avez réussi à suivre. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je vous renvoie à consulter toutes les ressources qui ont été communiquées via le chat, à relire aussi la fiche technique sur la mesure finance éthique du pacte pour la transition, et puis à souscrire un livret nef si ce n'est pas déjà fait, et à rejoindre un collectif pacte pour la transition. Voilà. Merci beaucoup. Si vous connaissez des élus, encore une fois, ou des responsables de finances dans les activités, eh ben, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Je crois que c'était ça.
Oui, c'est ça. Ah oui. Super. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir.